Ma femme m'a dit, je ne comblerai pas tes désirs, alors je lui ai montré que je ne soutiendrai plus son train de vie. Mais maintenant, elle me supplie. Maintenant, commençons la vidéo. Compte jetable pour des raisons évidentes. C'est long, mais j'ai besoin de tout sortir. Je suppose que je devrais commencer par dire que je ne suis normalement pas du genre à me venger. Je suis plutôt du genre à vouloir discuter calmement comme des adultes. Ou du moins, je l'étais jusqu'à environ 6 mois auparavant. Mais parfois, certaines personnes te poussent si loin que tu cesses d'être la personne la plus mature et que tu deviens simplement la personne la plus intelligente. Toute cette histoire a commencé à s'effondrer autour de Noël l'année dernière, mais honnêtement, les fissures étaient visibles bien avant. Je ne voulais simplement pas les voir. Ma femme Sarah, enfin, mon ex-femme maintenant, mais j'y reviendrai. Sarah n'a pas travaillé depuis notre mariage, il y a 4 ans. Au début, cela avait du sens, l'organisation du mariage, puis elle a dit qu'elle voulait se concentrer sur l'aménagement de la maison et peut-être envisager de fonder une famille bientôt. Des choses classiques, non. Sauf que la partie « famille » n'est jamais arrivée, et la maison n'a jamais été, mystérieusement, suffisamment prête, pour qu'elle envisage de retourner travailler. Bref, le 15 décembre, je me souviens de la date exacte parce que c'est le jour où j'ai cessé d'être naïf et commencé à ouvrir les yeux. J'avais été sur la route pendant 3 jours, allant voir des clients dans l'Ohio et l'Indiana, et j'étais épuisé. Tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison, commander une pizza et me détendre avec Sarah pour le week-end. J'arrive dans l'allée vers 18h et je remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Il y a un tout nouveau SUV Lexus garé à la place habituelle de la Honda de Sarah. Ce n'était pas une voiture de location ou quoi que ce soit, ce truc avait des plaques temporaires et un de ces gros nœuds rouges qu'on voit dans les pubs à la télévision. La Honda de Sarah allait très bien, elle avait peut-être 4 ans, peu de kilomètres, et entièrement payée. Je suis donc là, debout, regardant ce véhicule à 60 000 $ en me disant qu'il doit y avoir une explication qui n'implique pas ma femme dépensant plus que ce que je gagne en une année sans m'en parler. J'entre dans la maison, et elle est sur le canapé, à faire défiler son téléphone comme toujours, mais il y a cette énergie bizarre dans la pièce, comme quand un enfant sait qu'il a fait une bêtise mais essaie de faire comme si tout allait bien. « Salut chérie », dis-je en posant mon sac de voyage, « c'est à qui la voiture dans l'allée ?» Elle ne lève même pas les yeux. « Oh, c'est à moi. » Cadeau de Noël en avance. Cadeau de Noël en avance de qui exactement? Parce qu'à ma connaissance, les cadeaux de Noël viennent d'autres personnes, pas de soi-même avec de l'argent qui n'est pas le sien. De qui, je demande, essayant de garder un ton neutre. De nous, dit-elle enfin, levant les yeux avec un grand sourire qui n'atteint pas ses yeux. Je me suis dit qu'on pouvait se le permettre, avec tous les succès que tu as eus au travail. Encore ce mot, comme si elle avait eu la moindre part dans l'argent gagné. Sarah, c'est une voiture à 60 000 $. On n'a jamais parlé d'acheter une voiture à 60 000 $. Elle me lance ce regard, celui qui veut dire que je suis déraisonnable de vouloir être informé des décisions financières majeures dans mon propre mariage. Mon Dieu, tu es tellement paranoïaque avec l'argent. On peut se le permettre. Et puis, ma Honda devenait vieille. Ta Honda avait 4 ans. J'avais envie de lui dire, ta Honda était payée, ta Honda consommait moins, ta Honda n'impliquait pas un paiement mensuel de 9 cents $ que je découvre maintenant. Mais voilà le truc, et c'est là que j'aurais dû comprendre que quelque chose allait vraiment mal, elle avait tous les papiers prêts. Conditions de financement, assurance, tout. Ce n'était pas un achat impulsif. Elle avait planifié cela depuis des semaines, voire des mois, sans jamais m'en parler. Cette nuit-là, après qu'elle soit allée se coucher, j'ai commencé à fouiller dans nos documents financiers. Et c'est là que j'ai découvert la première vraie bombe. Elle avait ouvert une carte de crédit à nos 2 noms il y a 6 mois. Un compte joint pour lequel je n'avais jamais signé, dont je n'avais même jamais entendu parler. Le relevé indiquait un solde de 18 000 $. 18 000 en 6 mois, et je n'avais aucune idée de ce à quoi tout cela correspondait. Des vêtements de créateur? Peut-être. Des dîners coûteux avec ses amis? D'accord. Mais il y avait des paiements réguliers que je ne comprenais pas. Des virements mensuels à une société nommée Prestige Financial Service, pour 4 cents $ par mois. Une autre charge mensuelle à une entreprise appelée Lifestyle Management LLC, pour 250 $. Je suis resté assis à la table de la cuisine jusqu'à 3 heures du matin, passant au crible des mois de relevés sur mon ordinateur portable. Et petit à petit, une image a commencé à se former, une image qui m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas simplement des dépenses insouciantes. C'était systématique,
délibéré et bien pire que ce que j'avais imaginé. Mais le véritable choc, la chose qui m'a fait comprendre que je n'avais pas affaire à quelqu'un de simplement irresponsable avec l'argent, il y avait une police d'assurance vie sur ma tête que je n'avais jamais souscrite. Une grosse. Et les paiements sortaient de notre compte joint. Le compte financé entièrement par mon salaire, depuis 1 an. Je ne suis pas paranoïaque de nature, mais être assis là dans le noir à 3 heures du matin, en regardant les preuves que ma femme m'avait essentiellement volées pendant des mois tout en contractant une énorme police d'assurance vie sur moi à mon insu, disons simplement que ce n'est pas le genre de découverte qui aide à mieux dormir la nuit. Ce fut le moment où j'ai cessé de lui faire confiance, et plus important encore, ce fut le moment où j'ai décidé qu'il fallait absolument que je comprenne ce qui se passait exactement avant de faire quoi que ce soit d'autre. Évidemment, je n'ai pas pu dormir après cette découverte. J'ai fini par appeler au travail pour dire que j'étais malade le lendemain, pour la première fois depuis probablement 2 ans, et j'ai passé toute la journée à faire ce que j'aurais probablement dû faire depuis longtemps, vraiment faire attention à où allait notre argent. Sarah a dormi jusqu'à presque midi, ce qui m'a laissé largement le temps de fouiller. J'ai fait du café, étalé tous nos documents financiers sur la table de la cuisine et j'ai commencé à établir une chronologie pour comprendre à quel moment tout avait commencé à déraper. La carte de crédit qu'elle avait ouverte à nos deux n'en était que le début. Il s'est avéré qu'elle avait été occupée, il y avait 3 autres cartes dont je n'avais jamais entendu parler, toutes à mon nom d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment elle a réussi cela puisque je n'ai jamais rien signé, mais Sarah a toujours été douée avec les papiers et pour obtenir ce qu'elle veut. La dette totale sur les 4 cartes atteignait 47 000 $ en 6 mois. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec ces fameux paiements mensuels mystérieux que je ne comprenais pas. J'ai commencé à passer des coups de fil. Prestige Financial Service s'est avéré être une sorte de service de conciergerie de luxe, vous savez, le genre de service où les gens riches paient quelqu'un pour gérer leurs achats, réserver leurs vacances, en gros vivre leur vie à leur place. Sarah leur versait 400 $ par mois pour des services comme trouver les meilleures offres sur des sacs à main de créateurs ou programmer ses rendez-vous au spa. Lifestyle Management LLC, c'était encore mieux, c'était essentiellement un service d'achat personnel, mais accrochez-vous, ils ne font pas que vous achetez des choses, ils vous aident aussi à cacher vos achats à votre conjoint. Ils faisaient littéralement la publicité d'une gestion financière discrète pour la femme moderne. J'ai trouvé leur site web et j'ai eu envie de jeter mon ordinateur à travers la pièce. Mais ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est l'histoire de l'assurance vie. J'ai appelé la compagnie d'assurance et j'ai eu probablement la conversation la plus inconfortable de ma vie. Monsieur, selon nos dossiers, cette police a été souscrite via notre portail en ligne en utilisant votre numéro de sécurité sociale et vos informations bancaires. La demande contient votre signature électronique autorisant la souscription. Signature électronique, ce qui signifie que Sarah avait accès à mes informations personnelles et qu'elle signait des documents légaux en mon nom, ce qui, sauf erreur de ma part, est une fraude. Je leur ai demandé de m'envoyer par email une copie de la demande, et quand je l'ai vue, j'ai failli perdre la tête. Ce n'était pas seulement qu'elle avait falsifié ma signature, elle avait aussi menti sur pratiquement tout le reste. Mon revenu, mes antécédents médicaux, même mon âge. Elle m'avait vieilli de 5 ans dans la demande, probablement pour que le montant de l'indemnité de décès semble plus cohérent. L'indemnité de décès, au passage, s'élevait à 500 000 $. Un demi-million de dollars si je venais à mourir de manière inattendue. Je ne suis pas en train de dire que ma femme prévoyait de me tuer, mais je ne dis pas non plus que l'idée ne m'a pas traversé l'esprit alors que je regardais les preuves qu'elle m'avait systématiquement volées tout en souscrivant une énorme assurance vie à mon nom à mon insu. Vers 14 heures, Sarah est enfin entrée dans la cuisine, cherchant du café. Elle a vu tous les papiers étalés sur la table et s'est figée. « C'est quoi tout ça ?» a-t-elle demandé, mais je pouvais voir qu'elle savait déjà. « J'essaie juste de comprendre notre situation financière », ai-je dit, en gardant un ton neutre. « Il semble qu'il y ait des choses dont nous devons discuter. » Elle s'est immédiatement mise sur la défensive, a commencé à dire que j'étais contrôlant et paranoïaque, qu'elle essayait juste de gérer efficacement les dépenses du foyer, que je devais lui faire confiance pour s'occuper de ces choses puisque j'étais toujours si occupé par le travail. Mais voilà le truc avec les menteurs, ils finissent toujours par se trahir si on les laisse parler assez longtemps. En moins de 10 minutes, elle s'était contredite 3 fois sur le moment où elle avait ouvert les cartes de crédit et sur les raisons pour lesquelles elle ne m'en avait pas parlé. Écoute, ai-je fini par dire, je ne suis pas en colère, je veux juste comprendre ce qui se passe avec notre argent pour qu'on puisse envisager la suite. C'était un mensonge. J'étais furieux. Mais j'avais déjà décidé que me mettre en colère ne m'aiderait pas à découvrir jusqu'où ce terrier de mensonges s'étendait. Elle s'est un peu détendue après cela, probablement en pensant qu'elle avait su s'en sortir comme d'habitude, en parlant assez pour m'amadouer.
Elle a commencé à expliquer comment le service de conciergerie nous faisait en réalité économiser de l'argent en trouvant de meilleures offres, comment le service d'achat personnel l'aidait simplement à gérer son temps plus efficacement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais activé l'application d'enregistrement vocal sur mon téléphone avant qu'elle entre dans la cuisine, et elle était sur le point d'avouer bien plus qu'elle ne le réalisait. De toute façon, dit-elle en s'asseyant en face de moi et en me prenant la main comme si nous étions en pleine discussion romantique, ce n'est pas comme si on ne pouvait pas se le permettre. Tes commissions ont été énormes cette année. Et ce n'est pas comme si tu dépensais ton argent pour quoi que ce soit, de toute façon. Et la police d'assurance vie, ai-je demandé. Elle n'a même pas scié. Oh, ça. Oui. Je me suis dit qu'on devrait avoir une meilleure couverture. J'ai comparé plusieurs options et j'ai trouvé une bonne affaire. Tu dis toujours qu'on devrait être plus prévoyant pour l'avenir. Comparer plusieurs options. Trouver une bonne affaire. Elle disait ça comme si elle parlait d'une assurance auto, alors qu'il s'agissait en réalité d'un vol d'identité. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui a tout éclairci dans mon esprit. En plus, ma sœur trouve ça fou qu'on n'ait pas une assurance plus élevée. Son mari a 2 fois plus de couverture que toi. Sa sœur, qui avait divorcé 3 fois, et vivait actuellement des pensions alimentaires du mari numéro 2, tout en sortant avec un homme de 20 ans plus jeune qu'elle. Sa sœur, à qui Sarah parlait presque tous les jours et qui avait définitivement des opinions bien arrêtées sur la manière dont Sarah devait mener sa vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas juste des dépenses irréfléchies, ni même du vol ordinaire. C'était Sarah qui essayait de rivaliser avec le mode de vie de sa sœur, un mode de vie financé par l'argent des autres, et apparemment prête à faire tout ce qu'il fallait pour y parvenir. J'ai passé le reste de la journée à sourire et acquiescer pendant que Sarah m'expliquait comment tout cela était en fait pour notre bien, tout en planifiant secrètement ma prochaine action. Parce qu'une chose était devenue très claire, cela ne se terminerait pas par une simple conversation et une promesse de faire mieux. Cela se terminerait par moi, me protégeant contre une personne qui avait déjà prouvé qu'elle était prête à me voler et à mentir à ce sujet. Voilà ce qu'il y a à savoir quand on est marié à quelqu'un qui vous ment depuis des mois. Dès que vous commencez à chercher des preuves de malhonnêteté, vous en trouvez partout. C'est comme quand on achète une voiture rouge et qu'on commence soudain à voir toutes les voitures rouges sur la route. Sauf que là, ce ne sont pas des voitures, c'est de la fraude. Et au lieu de la remarquer, on la documente pour une éventuelle action en justice. J'ai aussi pris mon lundi. J'ai dit à mon patron que j'avais des affaires familiales à régler, ce qui n'était pas exactement un mensonge. Sarah pensait que j'allais au bureau comme d'habitude, alors j'ai eu toute la journée pour creuser sérieusement sans qu'elle soit dans les parages à me demander pourquoi j'étais soi-disant paranoïaque avec l'argent. La première chose que j'ai faite a été d'appeler notre banque pour leur demander d'imprimer les relevés de tous nos comptes sur les 2 dernières années. Ensuite, je suis allé à notre coopérative de crédit et j'ai demandé la même chose. Là, Sarah ne savait pas que j'avais ouvert un compte épargne à la coopérative l'année dernière, juste un petit fonds d'urgence auquel je versais $200 par mois, et j'étais vraiment content d'avoir gardé ça pour moi. L'étape suivante, c'était l'opérateur téléphonique. Sarah est toujours sur son téléphone, et notre forfait comprend une facturation détaillée. Je voulais savoir avec qui elle parlait pendant tous ces déjeuners avec ses soi-disant amis qui coûtaient chaque fois plus de $100. Il s'est avéré que ces déjeuners n'étaient pas toujours avec des amis. Il y avait de nombreux appels vers des numéros que je ne reconnaissais pas, mais lorsque je les ai recherchés, c'étaient des entreprises, et plus précisément des entreprises qui s'adressent aux femmes voulant vivre comme si elles étaient riches alors qu'elles ne le sont pas, des stylistes personnels, des concessionnaires automobiles de luxe, et même un foutu conseiller financier spécialisé dans l'optimisation des dépenses du foyer pour un impact maximal sur le style de vie. Je n'invente rien, c'est littéralement comme ça que ce type décrit ses services sur son site web. Mais la vraie bombe, c'était dans ses messages textes. Je sais que fouiller dans le téléphone de son conjoint est controversé, mais honnêtement, quand tu découvres qu'on t'a volé pendant des mois, les règles normales de vie privée n'ont plus lieu d'être. Sarah n'a jamais été douée avec la technologie, donc elle sauvegarde tout automatiquement sur notre compte iCloud partagé sans s'en rendre compte, tous ses textos, ses photos, même son historique de navigation. Et laisse-moi te dire que son historique de navigation était très instructif. Elle faisait des recherches sur les avocats spécialisés en divorce, pas juste de manière vague, je parle de recherches détaillées sur ceux qui traitent les divorces à hauts actifs, sur les types d'accords financiers qu'elle pouvait espérer obtenir, et sur la durée minimale du mariage pour prétendre à une pension alimentaire à long terme. Mais voici la partie vraiment tordue, elle avait aussi recherché ce qui se passe avec les polices d'assurance vie pendant les procédures de divorce, et si les prestations versées pouvaient être considérées comme des biens matrimoniaux. J'étais assis là, à ma table de cuisine, en train de lire les preuves que ma femme envisageait soit de divorcer,
soit, disons simplement que l'autre option impliquait cette police d'assurance vie de 500 000 $ qu'elle avait souscrite à mon insu. Les messages avec sa sœur étaient encore pires, des mois de conversation sur le fait que je la retenais, qu'elle méritait mieux que d'être mariée à un type ennuyeux, un vendeur, qui voulait en plus discuter des gros achats avant de les faire. Sa sœur n'arrêtait pas de l'encourager à se protéger financièrement et à s'assurer qu'elle serait bien installée si les choses tournaient mal. De vrais conseils fraternels, du genre « assure-toi que ton nom est sur tout » et « tu dois commencer à penser à ton avenir sans lui ». Il y avait même une conversation datant de 3 semaines où sa sœur lui suggérait d'augmenter accidentellement la couverture de mon assurance vie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai fait des captures d'écran de tout, chaque message, chaque email, chaque entrée de navigation montrant une préméditation. Parce qu'à ce stade, je ne pensais plus seulement à me protéger financièrement, je pensais aussi à me protéger légalement. Vers midi, j'ai appelé mon pote Mike, qui est assistant juridique dans un cabinet de droit de la famille en centre-ville. On était ensemble au lycée, et il a toujours été honnête avec moi en matière de droit. Hypothétiquement, ai-je dit, si quelqu'un ouvrait des cartes de crédit à ton nom sans autorisation, à quoi pourrait-il faire face légalement? Hypothétiquement? Vol d'identité, fraude au crédit, voire abus financiers sur personnes vulnérables, selon les circonstances. On parle de délits graves? Potentiellement oui. Et s'ils ont falsifié ta signature sur des documents d'assurance? Fraude à l'assurance, aussi un crime. Mec, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai donné les grandes lignes sans entrer dans les détails. Mike est un bon gars, mais il est aussi très bavard, et je n'étais pas encore prêt à ce que tout cela fasse le tour de la ville. Écoute, il m'a dit, si tout ça est réel et pas juste hypothétique, tu dois documenter chaque chose avant d'agir. Et je veux dire tout, relevé bancaire, relevé téléphonique, tout ce qui montre un schéma de comportement trompeur. Et pour les enregistrements de conversation? L'Indiana est un État à consentement unilatéral, donc oui, tu peux enregistrer les conversations auxquelles tu participes sans en informer l'autre personne. Mais fais-le intelligemment. Après avoir raccroché avec Mike, j'ai pris une décision, au lieu de confronter Sarah à ce que j'avais découvert, j'allais la laisser continuer à creuser sa propre tombe pendant que je construisais un dossier en béton contre elle. Alors j'ai commencé à jouer les idiots. Je lui posais des questions anodines sur nos finances, la laissais me mentir pendant que j'enregistrais nos conversations. Je lui demandais à propos des cartes de crédit, de la police d'assurance, des mystérieux prélèvements mensuels. À chaque fois, elle mentait. Et elle a menti à chaque fois. J'avais tout sur bande. Mais j'ai aussi commencé à faire mes propres manœuvres. J'ai ouvert un nouveau compte courant dans une autre banque, une que Sarah ne connaissait pas. J'y ai fait transférer mon salaire par dépôt direct à la place de notre compte joint. Je n'ai pas supprimé le compte joint, j'ai juste réduit le virement automatique pour qu'il couvre exactement le prêt immobilier et les factures d'eau, gaz et électricité. J'ai également rappelé la compagnie d'assurance et déposé une plainte officielle concernant la police frauduleuse. Je ne l'ai pas encore annulée, je voulais voir jusqu'où Sarah serait prête à aller, mais je tenais à ce que ce soit noté officiellement que je ne l'avais jamais autorisée. Le plus difficile, c'était de faire semblant d'être normal avec elle. Rentrer chaque soir, dîner ensemble, regarder la télévision, faire comme si je ne savais pas qu'elle me volait et qu'elle planifiait peut-être quelque chose d'encore pire. Mais je n'arrêtais pas de me répéter que tout cela dépassait désormais l'argent. Il s'agissait de m'assurer qu'elle ne pourrait pas faire ça à quelqu'un d'autre. Et franchement, après avoir lu ces messages avec sa sœur, je commençais à penser que ce n'était pas une hypothèse abstraite. Car si Sarah était prête à commettre un vol d'identité et une fraude à l'assurance contre quelqu'un qu'elle était censée aimer, que ferait-elle à sa prochaine victime? À la fin du mois de janvier, j'avais assez de preuves pour l'enterrer légalement. Mais je voulais être stratégique dans l'utilisation de ces éléments. Parce que la chose avec la vengeance, c'est que si on la fait mal, on finit par passer pour le méchant, même quand on est la victime. Mais si on s'y prend bien, on laisse l'autre personne se détruire toute seule pendant qu'on documente tout. J'ai décidé de commencer doucement. Lui donner l'illusion qu'elle gardait le contrôle, tout en resserrant lentement le nœud. La première chose que j'ai faite, c'est changer le mot de passe de notre compte courant commun. Rien de spectaculaire, je l'ai juste verrouillé de l'accès en ligne, ce qui l'obligeait à se rendre à la banque en personne pour effectuer tout retrait supérieur à 100 $. Quand elle a essayé de transférer de l'argent pour rembourser une de ses cartes de crédit secrètes et qu'elle n'a pas pu se connecter, elle est venue vers moi en jouant la surprise. « Chérie, il y a un problème avec le site de la banque, je n'arrive pas à me connecter. » « Ah bon? C'est bizarre », ai-je répondu sans détourner les yeux de la télévision. « Peut-être qu'ils font de la maintenance ou quelque chose du genre. »
Elle a essayé pendant 3 jours de se reconnecter avant de finalement me demander de l'aider. Alors je me suis assis devant l'ordinateur portable, feignant d'être aussi confus qu'elle. Ah attends, ai-je dit comme si une idée me venait soudainement. Je crois que j'ai changé le mot de passe la semaine dernière quand j'ai reçu cet email d'hameçonnage. Laisse-moi voir. J'ai tapé le nouveau mot de passe et me suis connecté, puis je me suis immédiatement déconnecté. Et c'est maintenant. Évidemment, ça n'a pas marché pour elle, parce que je ne lui avais donné qu'un accès temporaire. Elle s'est énervée et a dit qu'elle allait se rendre à la banque en personne le lendemain. Ce qui était exactement ce que je voulais. J'avais déjà appelé notre banque et expliqué la situation à la directrice d'agence. Je lui avais parlé des cartes de crédit non autorisées, des documents d'assurance falsifiés, de tout. Je leur avais demandé de signaler notre compte pour toute activité inhabituelle et de bien vouloir documenter toute tentative de Sarah d'accéder au fonds ou de modifier les informations du compte. Ainsi, lorsque Sarah s'est présentée à la banque pour essayer de transférer $3000 afin de rembourser sa carte Nordstrom, ils étaient prêts. La guichetière lui a demandé une pièce d'identité, puis de patienter pendant qu'il vérifiait certaines informations. 5 minutes plus tard, la directrice est sortie pour avoir une petite discussion avec Sarah à propos de certaines incohérences dans nos dossiers, et pour lui expliquer qu'un blocage temporaire avait été mis en place sur les gros transferts, le temps d'éclaircir la situation. Sarah est rentrée à la maison furieuse, pestant contre l'incompétence de la banque et la façon dont il l'avait humiliée devant tout le monde. Mais voici le plus beau, elle ne pouvait pas me dire ce qu'elle avait réellement essayé de faire sans avouer l'existence des cartes de crédit secrètes. Elle a donc dû ravaler sa colère et prétendre qu'elle essayait simplement de transférer de l'argent pour une raison innocente, que les vilains employés de banque avaient bloqué de manière arbitraire. Il y a peut-être une erreur dans notre compte, ai-je suggéré d'un ton serviable. On devrait probablement vérifier nos relevés pour voir si tout est correct. Elle est devenue pâle. Non, non, je suis sûr que c'est juste une erreur informatique ou un truc du genre. Je les appellerai demain. Mais elle ne les a pas appelés le lendemain, ni le jour suivant, parce que les appeler aurait signifié devoir expliquer pourquoi elle avait besoin de transférer plusieurs milliers de dollars vers des cartes de crédit dont je ne connaissais même pas l'existence. Pendant ce temps, je préparais la phase 2 de mon plan. Tu te souviens de la sœur de Sarah? Celle qui lui conseillait de se protéger financièrement? Eh bien il se trouve que chère sœur avait elle-même des problèmes d'argent. Elle était en retard sur les paiements de la pension alimentaire de son mari numéro 2 et faisait face à des soucis juridiques liés à la dissimulation d'actifs pendant leur divorce. J'ai découvert ça parce que j'ai engagé un détective privé. Oui, je sais ce que ça donne comme image, mais Mike m'avait recommandé un gars spécialisé dans les affaires de fraude financière, et je me suis dit que ça valait le coup de savoir exactement à qui j'avais affaire. Le détective n'a pas seulement enquêté sur la sœur de Sarah, il a fouillé tout l'historique financier de Sarah sur les 5 dernières années. Et ce qu'il a découvert était éclairant, ce n'était pas la première fois que Sarah s'adonnait à des fraudes financières. Elle avait fait quelque chose de similaire à son ancien petit ami, ouvert des cartes de crédit à son nom, fait des achats à son insu, et l'avait même convaincu de se porter co-emprunteur sur un prêt automobile. Et ensuite, elle lui avait laissé les paiements sur les bras quand elle avait déménagé. Mais le clou du spectacle, c'est qu'elle avait tiré des leçons de cette expérience. Cette fois, elle avait été plus prudente pour couvrir ses traces, plus stratégique dans la façon et le moment d'accéder au fonds. Cette fois, elle avait eu de l'aide. Le détective privé avait trouvé des preuves que la sœur de Sarah l'avait coachée tout au long du processus, des relevés téléphoniques montraient qu'elles avaient parlé pendant des heures juste avant que Sarah n'ouvre chaque compte frauduleux, et des relevés financiers montraient qu'une partie de l'argent volé par Sarah avait été envoyé directement à sa sœur pour l'aider à payer les pensions alimentaires. Ce n'était plus seulement de la fraude, c'était une conspiration en vue de commettre une fraude, et cela impliquait plusieurs victimes dans plusieurs États, ce qui signifiait des accusations fédérales potentielles. J'étais assis dans ma voiture devant le bureau du détective, lisant son rapport, et j'ai réalisé que Sarah n'était pas simplement une épouse dépassée par ses dépenses. C'était une criminelle récidiviste qui m'avait ciblé délibérément parce que j'avais un revenu stable et une nature confiante. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Sarah sur le canapé, l'air stressé et inquiet. Ses cartes de crédit étaient toutes au plafond, elle ne pouvait pas accéder à notre compte bancaire pour les rembourser, et elle commençait probablement à réaliser que son château de cartes était sur le point de s'effondrer. « Salut chérie », ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle comme si de rien n'était, « tu as l'air stressée, tout va bien ?» Elle m'a adressé un sourire faible et a dit quelque chose à propos d'une journée difficile. « Tu sais », ai-je dit en passant mon bras autour d'elle, « je pensais qu'on devrait peut-être s'asseoir ensemble pour revoir notre situation financière dans son ensemble, histoire d'être sûr qu'on est bien aligné. » Je l'ai senti se crisper immédiatement.
Avec tous mes déplacements professionnels, j'ai l'impression d'avoir perdu le fil de nos finances du quotidien. Peut-être que ce week-end, on pourrait tout étaler sur la table et s'assurer qu'on gère bien notre argent. Elle a marmonné que ça semblait être une bonne idée, mais je voyais bien qu'elle paniquait à l'intérieur, parce qu'elle savait que dès l'instant où on s'asseyait ensemble pour passer en revue nos finances, j'allais découvrir tout ce qu'elle cachait. Et elle n'avait aucun moyen d'expliquer 47 000 $ de dette et une police d'assurance vie frauduleuse sans admettre des mois de mensonges et de vols. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je savais déjà tout, et que je lui donnais juste assez de cordes pour qu'elle se pende elle-même. La fameuse discussion financière du week-end n'a bien sûr jamais eu lieu. Sarah a trouvé toutes sortes d'excuses pour la reporter, elle avait mal à la tête, sa sœur avait besoin d'aide, elle ne se sentait pas bien. Dimanche soir, il était clair qu'elle évitait activement cette conversation. Et cela m'allait très bien, parce que je n'étais pas encore prêt à abattre cette carte. J'avais compris quelque chose d'important, Sarah était bien plus terrifiée à l'idée d'être découverte que je n'étais en colère d'avoir été volée. Et les gens qui sont à la fois effrayés et acculés prennent de très mauvaises décisions. Alors j'ai décidé de lui donner autre chose à craindre. Lundi matin, j'ai mentionné avec désinvolture que j'avais reçu un appel de notre compagnie d'assurance, qui voulait planifier une réunion pour revoir notre couverture, avec nous deux présents. C'était évidemment un mensonge, mais Sarah ne le savait pas. Quel genre de révision, demanda-t-elle en essayant d'avoir l'air détendu. Juste des trucs de routine, je pense. Vérifier que notre couverture est toujours adaptée à nos besoins actuels, confirmer certaines informations, ce genre de choses. Ils ont dit qu'ils mettaient à jour leur dossier et devaient vérifier quelques détails sur notre police d'assurance vie. Je l'ai observé pendant que je parlais, et c'était comme regarder quelqu'un se prendre un coup de poing dans l'estomac. Elle est devenue pâle, puis rouge, puis s'est mise à bégayer qu'elle allait être très occupée cette semaine et qu'on devrait peut-être reprogrammer. En fait, ai-je dit, je pensais que ce serait un bon moment pour augmenter notre couverture. J'ai lu pas mal de choses sur la somme que les gens de notre âge devraient avoir, et j'ai l'impression qu'on est peut-être sous-assuré. Sarah avait l'air de vouloir vomir. Sous-assuré, dit-elle. Je veux dire, on n'a pas déjà assez? Eh bien, on verra ce qu'ils disent quand ils reverront la police actuelle, ai-je répondu. Je suis curieux de voir les détails, car franchement je ne me souviens même pas de ce qu'on a souscrit. Elle n'a rien dit de plus, elle a juste hoché la tête et s'est dépêchée de quitter la pièce. Mais je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête pendant qu'elle cherchait un moyen de s'en sortir. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à la rapidité avec laquelle elle allait faire monter les choses d'un cran. Cet après-midi-là, alors que j'étais au travail, Sarah a appelé mon bureau. Elle a dit à mon assistante qu'il y avait une urgence familiale et qu'elle devait absolument me parler. Quand j'ai pris le téléphone, elle pleurait. De vraies larmes, une vraie panique dans sa voix. Chérie, je suis tellement désolé, mais je dois te dire quelque chose d'important. J'essayais de te faire une surprise, mais je crois que j'ai peut-être tout gâché. C'est reparti, ai-je pensé. Encore une série de mensonges. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, en prenant ma voix de mari inquiet. Je voulais nous offrir une meilleure assurance vie comme surprise pour ton anniversaire, alors j'ai fait des recherches sur différentes polices et j'ai parlé à des agents, mais je crois que j'ai peut-être accidentellement souscrit à quelque chose sans le vouloir, et maintenant, j'ai peur qu'il y ait une confusion avec notre couverture actuelle. Une surprise pour mon anniversaire, qui était encore dans 3 mois. Quel genre de confusion? Je ne sais pas exactement, mais quand tu as parlé de l'appel de la compagnie d'assurance, j'ai commencé à me dire qu'ils étaient peut-être confus parce qu'il y a 2 polices différentes ou quelque chose comme ça. Je suis sûrement juste parano, mais je voulais te prévenir, au cas où ça ressortirait pendant leur révision. Elle était douée, je devais lui reconnaître ça. Transformer quelque chose qui pouvait la détruire en une histoire où elle apparaissait comme l'épouse attentionnée ayant commis une erreur innocente en voulant faire une belle surprise. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je suis sûr qu'on pourra éclaircir tout ça quand on les rencontrera. Le plus important, c'est que tu voulais faire quelque chose de gentil. Vraiment? Tu n'es pas en colère? Bien sûr que non. Bien que, la prochaine fois, peut-être qu'on pourrait discuter ensemble des grandes décisions financières, juste pour éviter ce genre de confusion. Tu as raison, a-t-elle répondu, et elle avait l'air réellement soulagée. J'aurais dû t'en parler d'abord. Je voulais juste que ce soit une surprise. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau en réfléchissant au fait que Sarah venait de me remettre exactement ce dont j'avais besoin pour la détruire. Car maintenant, quand toute cette histoire éclaterait, j'aurais un enregistrement où elle affirme avoir souscrit à une assurance vie comme surprise pour moi.
ce qui signifie qu'elle devrait expliquer pourquoi cette surprise impliquait de falsifier ma signature, mentir sur mes informations personnelles et dissimuler les paiements pendant des mois. Plus important encore, elle venait de prouver qu'elle était prête à redoubler de mensonges même en sachant qu'elle était démasquée. Ce n'était pas quelqu'un qui avait commis une erreur et s'en voulait. C'était quelqu'un qui dirait n'importe quoi pour éviter d'assumer la moindre responsabilité. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Sarah en mode épouse parfaite. Elle avait même cuisiné, mal, mais elle avait fait l'effort. La table était dressée avec des bougies, le salon rangé, et elle portait une robe que je n'avais pas vue depuis des mois. C'est magnifique, ai-je dit, parlant de l'effort plus que du poulet trop cuit. Quelle est l'occasion? Je me sentais mal de t'avoir inquiété plus tôt avec cette histoire d'assurance, dit-elle en servant du vin comme si on fêtait quelque chose. Je voulais me faire pardonner. On a dîné, bavardé, et pendant un instant, j'ai presque eu pitié de ce que je prévoyais de faire. Elle semblait si désespérée de tout réparer, si effrayée de perdre ce que nous avions. Mais ensuite, je me suis souvenu des messages avec sa sœur, des mois de vol, de la police d'assurance vie avec ma signature falsifiée, du fait qu'elle n'était désolée que parce qu'elle avait été prise, pas parce qu'elle avait mal agi. Tu sais, ai-je dit en découpant mon poulet, je pensais à ce que tu as dit plus tôt, à propos de vouloir me surprendre avec une meilleure couverture d'assurance. Elle s'est immédiatement tendue, mais a essayé de ne pas le montrer. Oui. C'est vraiment gentil de ta part d'y penser. Je sais que je ne suis pas toujours le plus romantique, mais ça me touche que tu te soucies de notre avenir ensemble. Elle a souri, mais son sourire avait l'air forcé. Je pensais aussi, ai-je poursuivi, qu'on pourrait peut-être consulter un planificateur financier et se pencher sérieusement sur notre avenir à long terme. S'assurer qu'on prend les bonnes décisions pour la retraite, l'assurance vie, toutes ces choses d'adultes qu'on repousse. Ça me semble une excellente idée, dit-elle, mais sa voix était vide. J'ai même déjà pris rendez-vous pour la semaine prochaine avec ce conseiller financier dont tu parlais, comment il s'appelle déjà, celui spécialisé dans l'optimisation des dépenses domestiques pour un impact maximal sur le style de vie. Sarah a laissé tomber sa fourchette. Parce que bien sûr, je connaissais son conseiller financier. Je savais tout. Et maintenant, elle savait que je savais. L'expression sur son visage valait chaque centime que tout ce chaos m'avait coûté. Après avoir lâché cette bombe à propos du conseiller, le dîner est devenu silencieux très rapidement. Sarah a tenté de faire comme si elle ne voyait pas de quoi je parlais, mais ses mains tremblaient pendant qu'elle coupait son poulet, et elle me lançait sans cesse des regards, comme si elle s'attendait à ce que j'explose. Mais je n'ai pas explosé. J'ai simplement souri et demandé qu'elle me passe le sel. Tu vois, j'ai compris quelque chose d'important au cours des dernières semaines, l'anticipation des conséquences est souvent pire que les conséquences elles-mêmes. Sarah savait qu'elle était prise. Mais elle ne savait pas ce que j'allais faire à ce sujet. Et cette incertitude la rongeait vivante. Alors je l'ai laissé se faire ronger pendant les 3 jours suivants. J'ai agi tout à fait normalement, je suis allé travailler, je suis rentré à la maison, j'ai regardé la télévision, j'ai discuté tranquillement de notre prochain rendez-vous avec son conseiller financier. Pendant ce temps, Sarah s'effondrait. Elle avait arrêté de manger correctement, sursautait chaque fois que son téléphone sonnait, et avait développé cette habitude nerveuse de vérifier plusieurs fois les verrous des portes avant d'aller se coucher. Je pense qu'elle commençait à réaliser que son château de cartes n'était pas simplement en train de s'écrouler, il était sur le point de l'ensevelir. Jeudi matin, je me suis levé tôt et je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, tapant frénétiquement quelque chose sur son ordinateur portable. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé en versant du café. Elle a claqué le capot de l'ordinateur. Juste des emails, rien d'intéressant. Mais j'avais eu le temps d'apercevoir l'écran, elle ne rédigeait pas de mails, elle regardait des annonces d'appartements. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il était temps de passer à l'action. Vendredi après-midi, j'ai quitté le travail un peu plus tôt et je suis passé au bureau de Mike. Je lui ai remis des copies de tout ce que j'avais rassemblé, relevés bancaires, factures de cartes de crédit, documents d'assurance, photos des signatures falsifiées, transcription des conversations enregistrées avec Sarah. Jésus-Christ, dit-il en feuilletant les preuves. C'est un véritable cours magistral de fraude financière. Tu es sûr de vouloir tout faire exploser. Mike, elle m'a volé près de 50 000 $, elle a commis un vol d'identité et prévoyait peut-être quelque chose d'encore pire. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Il a hoché la tête avec gravité. Tu marques un point. Laisse-moi le week-end pour tout étudier et je te prépare un plan d'action pour lundi matin. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Sarah qui tournait en rond dans le salon comme un animal en cage. Dès que je suis entré,
Elle a commencé à parler. Chérie, j'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos du conseiller financier, et je me demande si on ne devrait pas attendre quelques semaines. Je me sens submergé en ce moment et j'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma tête avant de prendre des décisions importantes. Pourquoi tu es submergé? Ai-je demandé innocemment. Juste le stress, la vie, tu sais ce que c'est. Le stress du travail. Sarah n'avait pas travaillé depuis 4 ans. En fait, ai-je dit en m'asseyant sur le canapé, je pense que c'est justement le bon moment pour mettre nos finances au clair, surtout qu'il semble y avoir quelques confusions entre nos comptes et les polices d'assurance. Elle s'est arrêtée net et m'a fixé. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler les photos que j'avais prises de ces relevés de cartes de crédit secrètes. Eh bien, par exemple, je ne sais pas comment on s'est retrouvé avec une carte Capital One affichant un solde de 18 000 $ que je ne me souviens pas avoir demandé. La couleur a quitté son visage. Ou cette carte Nordstrom avec un solde de 12 000 $. Ou encore cette carte Chase avec un solde de 15 000 $. Sarah s'est effondrée sur la chaise en face de moi. Je peux t'expliquer. Ou cette police d'assurance vie d'une valeur de 500 000 $ à laquelle j'aurais souscrit, alors que je ne me souviens absolument pas l'avoir fait. Elle s'est mise à pleurer, mais pas les larmes de crocodile du coup de fil plus tôt cette semaine. De vraies larmes, la panique la plus brute. S'il te plaît, je peux arranger ça, je vais tout rembourser. Avec quel argent, Sarah? Tu n'as pas travaillé depuis 4 ans. Je vais trouver un travail, je ferai tout ce qu'il faut. Je l'ai regardée, assise là, le mascara coulant sur ses joues, en train d'admettre enfin tout ce qu'elle avait nié pendant des mois. Sarah, ai-je dit doucement, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Tu as commis un vol d'identité. Tu as falsifié ma signature sur des documents légaux. Tu m'as volé près de 50 000 $. Ce n'est pas quelque chose que tu peux arranger en allant travailler chez Starbucks. Elle m'a regardé avec de grands yeux terrifiés. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que lundi matin, je vais déposer une plainte à la police pour vol d'identité et fraude. Je vais demander le divorce. Et je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre de personne tu es réellement. Elle s'est effondrée en sanglots. Tu ne peux pas me faire ça, je suis ta femme. Tu étais ma femme, ai-je répondu. Maintenant tu n'es plus qu'une personne qui m'a volé. Je me suis levé et j'ai commencé à monter les escaliers. Où tu vas? Faire mes valises. Tu as jusqu'à dimanche soir pour trouver un autre endroit où vivre. Tu ne peux pas me mettre dehors de ma propre maison. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Sarah, ton nom n'est pas sur l'hypothèque. Ton nom n'est pas sur le titre de propriété. Tu n'as pas contribué d'un centime à cette maison depuis 4 ans. Ce n'a jamais été ta maison. Tu y vivais, c'est tout. Elle a essayé de plaider, de marchander, même de me menacer de tout me prendre lors du divorce, mais nous savions tous les deux qu'elle n'avait plus aucun levier. Samedi matin, j'ai fait changer les serrures pendant qu'elle était sortie. Lorsqu'elle est rentrée dans l'après-midi, je lui ai tendu les valises que j'avais préparées et je lui ai donné l'adresse d'un motel bon marché à une vingtaine de minutes d'ici. Ça n'a pas besoin d'être la fin, a-t-elle dit en se tenant dans l'allée avec ses sacs. On peut surmonter ça. Sarah, ai-je dit, tu as passé des mois à me voler tout en cherchant des avocats spécialisés en divorce et en étudiant des moyens de cacher des biens à ton conjoint. Tu as souscrit une police d'assurance vie d'un montant d'un demi-million de dollars à mon insu. Il n'y a rien à surmonter. Elle a essayé de dire autre chose, mais j'ai fermé la porte. Dimanche soir, elle est revenue une dernière fois. Elle a sonné pendant 10 minutes, puis s'est mise à frapper à la porte en criant que je ne pouvais pas lui faire ça. J'ai appelé la police et j'ai déposé une plainte pour violation de domicile. Lundi matin, j'ai déposé la plainte pénale et les papiers du divorce. Mercredi, l'affaire faisait la une de la presse locale. Une femme de la région inculpée pour vol d'identité et fraude. La photo d'identité judiciaire de Sarah figurait en première page du journal de notre petite ville, juste à côté d'un article expliquant comment elle aurait volé plusieurs dizaines de milliers de dollars à son mari. Sa sœur a arrêté de lui répondre au téléphone. Ses amis ont disparu. La vie luxueuse qu'elle avait tant essayé de maintenir s'est évaporée du jour au lendemain. 3 mois plus tard, elle a plaidé coupable pour éviter un procès et a écopé de 2 ans de probation, avec en plus l'obligation de rembourser chaque centime qu'elle avait volé. Le divorce a été finalisé 1 mois après cela. J'ai gardé la maison, évidemment. J'ai aussi conservé mes comptes retraite, ma voiture, tout ce qui m'appartenait depuis le début. Sarah n'a rien obtenu,
à part un casier judiciaire et une réputation qui la suivait partout où elle allait dans notre petite ville. D'après ce que j'ai entendu, elle est retournée vivre chez ses parents, à 2 États d'ici, et travaille dans un centre d'appel pour 12 $ de l'heure. Quant à moi, je vais très bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, en réalité. Il s'avère que la vie est bien plus simple quand on ne soutient pas quelqu'un qui travaille activement contre vous.